Géry Boulet, Angela. Moi, j'ai surtout envie de dire Annabelle. Avec moi, Annabelle Boyan en studio. Salut, Annabelle, ça va? Oui, toi? Ça va toujours bien. Bienvenue à Choc FM. Merci beaucoup. 104,9. On va s'amuser. On va étudier ton parcours. Mm-hmm. Enfin, on n'étudiera pas. Tu vas nous le livrer. Tout à fait. On va avec ça. Pour ceux qui n'ont jamais écouté notre émission, je vous explique. C'est Trésor en vous. C'est une émission de Choc FM où on reçoit des gens de cœur, des gens au parcours intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est la femme derrière l'écrivaine, derrière la spécialiste que tu es. On y va avec des questions en entonnoir. Puis à partir de là, ben, on découvrira des trucs pour aider les gens qui nous écoutent. Excellent. Ça te va? Première question, c'est la même question à tout le monde. T'es né où? Je suis née à Mont-Laurier, dans les Hautes-Laurentides. Grosse famille? En fait, j'ai 2 sœurs, mais la famille, évidemment, est élargie. Oncles, tantes, cousins, cousines, ça, c'est beaucoup plus nombreux. OK, les 2 sœurs, tu te positionnes à quel endroit, toi, là-dedans? Moi, je suis l'aînée. L'aîné, un autre aîné. Oui. La question que je pose aux aînés, on se sent comment quand on est l'aîné? C'est quoi être un aîné? Être un aîné, ça veut dire qu'on doit donner l'exemple aux plus jeunes. Alors, évidemment, on fait davantage attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit. On est plus protecteur aussi. Et évidemment, on doit être un bon vulgarisateur pour commencer à expliquer quand on est avec eux, évidemment. C'est bon, ça. As-tu un exemple qui te viendrait? Je sais que ça fait longtemps, là, mais... Bien, en fait, c'est que dès que j'ai commencé l'école, évidemment, le truc que tous les aînés font, c'est de montrer, c'est d'enseigner ce qu'on a appris, évidemment, aux plus jeunes. Donc, on jouait à l'école, on s'installait dans le sous-sol, on installait un grand tableau noir, on installait des faux pupitres avec des coussins par terre et je leur donnais des cours de français, de mathématiques, de sciences, donc pour commencer déjà à expliquer ce que moi-même j'apprenais. Donc, comme tu as dit, tu vulgarisais, mais là, tu développais déjà des techniques jeunes. Oui. Tu as quel âge quand tu fais ça? Écoute, je suis vraiment au début du primaire, mais il faut dire que je viens d'une famille où l'enseignement, c'est très important. Mon père était un professeur de français, latin et espagnol. OK. Et quand j'étais au primaire, il était directeur de niveau secondaire 4. Et même plus tard, il est devenu le directeur de mon école. Donc, L'enseignement a toujours été là. J'ai une de mes tantes du côté de ma mère qui était enseignante aussi. Donc, évidemment, c'était toujours là. Dans la même école? Dans la même école, j'étais la fille du directeur. Puis de l'enseignante aussi? La nièce? Non, c'est pas la même école? Non. OK. La fille du directeur, écoute, j'ai le goût de sauter là tout de suite. Et ça fait quoi? Non, mais déjà au secondaire, quand t'es... Tu sais, j'étais président du conseil étudiant, puis j'avais à interagir avec la direction, puis on me regardait, wow, tu sais. Mais là, la fille du directeur, il n'y a pas personne qui va... Il n'y a pas personne qui va t'écœurer. Puis il faut savoir aussi que mon père, non seulement avait été professeur et donc avait enseigné à énormément de gens qui étaient devenus adultes, il avait été directeur à la Polyvalente, donc très connu, mais quand il faisait des parties à la maison, tous les profs de la Polyvalente venaient chez nous. Et mon père faisait du théâtre. C'est lui qui avait qui avait mis sur pied des troupes de théâtre. OK. Il était le metteur en scène. Quand tu voulais te développer à Mont-Laurier, c'était une excellente chose que de passer dans une des pièces de Gilles Boyer. OK. Donc, moi, j'étais la fille de. Et donc, moi, j'ai dû apprendre à gérer la popularité de quelqu'un d'autre. Donc, les gens qui viennent me voir parce que, dans le fond, ils voudraient faire partie de la pièce de mon père. Ou des gens qui, tout d'un coup, veulent devenir mes amis parce que c'est hot d'être vu avec mon père. Donc, moi, j'ai dû apprendre à gérer cette popularité-là très, très jeune. Très, très jeune, c'est avant le secondaire, ça? Oui, c'est au primaire. Puis, autrement dit, tu vis dans l'ombre de quelqu'un, là. Pendant un certain temps, et évidemment, quand je suis arrivée au secondaire, tous les profs avaient déjà été sur le party chez nous. Donc, évidemment, ils me connaissaient tous. Si j'avais une note légèrement plus basse, si j'étais plus fatiguée une journée, c'est sûr que mes parents avaient un appel. Tout le monde avait le numéro chez nous. T'as plus de marge de manœuvre, là? Il n'y en a plus. Donc, tu apprends à savoir, à vivre avec le fait que tout le monde te connaît. Et évidemment, tout finit toujours par se savoir. Mais toi, ça se savait plus vite. Exactement. C'était avant l'ère Facebook. C'était Tout compris. Tout compris. Puis ça fait quoi dans tes relations? Comme tu dis, tu as des faux amis, des vrais amis. Mais écoute, déjà au secondaire, c'est toute une histoire, là. Mais fort heureusement, ma mère m'avait appris très jeune que je n'étais pas obligée d'être amie avec tout le monde. Que je pouvais choisir mes amis et que je devais les choisir non pas en fonction de qui est le plus têteux dans la gang, mais avec qui j'ai des vraies affinités, puis qui est capable de me dire réellement ce qu'il pense de moi, devant moi, mais avec respect. OK. Donc, il a fallu apprendre à gérer ça, et là-dedans, j'ai été bien entourée. Donc, déjà jeune, tu as cette propension à
à parler. Tout à fait. Donc, quand tu te prépares avec tes sœurs, tu joues à la maîtresse d'école puis tu enseignes. Tu as un père qui enseigne. Oui. Non seulement ça, il s'occupe du théâtre. Oui. Puis on s'entend que Mont-Laurier, c'est pas Vancouver, c'est pas immense, c'est pas New York. Donc, ça fait le tour. Exactement. Ce qui fait que moi-même, au primaire, j'écrivais des pièces de théâtre et on les jouait à l'école. Donc, moi-même, je suis devenue comédienne, metteur en scène et je rédigeais plein de choses. Donc, j'étais déjà dans les traces de mes parents parce que ma mère, en plus, aidait mon père. Elle faisait les maquillages, elle faisait tous les costumes des pièces de papa, que ce soit Roméo et Juliette, que ce soit des pièces de mousquetaires, que ce soit des pièces beaucoup plus contemporaines. Elle faisait tous les costumes, tous les accessoires, les perruques. Donc, évidemment, je voyais tout l'envers, tout ce qui est en arrière, tout l'aspect technique et donc le travail aussi technique. Donc, ça aussi, c'est venu former une bonne partie de mon caractère. Un très bon caractère, ça. C'est qu'Annabelle est assise entre la porte de sortie puis moi. Fait qu'il faut que je sois gentil, tu comprends? Faut pas que j'aille un faux ami. Je vais revenir à l'idée d'être dans l'ombre de quelqu'un qui est connu. Tu as dit qu'à un moment donné, bon, oui, il faut faire la part des choses, mais comment? Parce que tu m'as dit que ta mère t'a aidé. Mais c'est quoi ta part de travail là-dedans de dire, ben ça c'est lui, ça, c'est moi? Parce que je vais me permettre un parallèle un peu grossier. Il y a des vedettes sportives, dont un joueur de hockey qu'on a vu son fils qui a mal tourné. Parce que j'imagine, je ne suis pas psychologue, mais vivre dans l'ombre d'un homme aussi célèbre, ça l'a peut-être affecté. Toi, comment tu t'es situé là-dedans? Puis comment tu as fait? Je vais surfer puis je vais faire mes choses. Mais en fait, ce qui a bien été aussi, c'est que parallèlement à ça, un de mes oncles, qui est aussi mon parrain, a été le maire de la ville pendant 10 ans. Donc, évidemment, lui aussi arrivé avec d'autres choses. Et ma mère est devenue la journaliste du principal journal de Mont-Laurier. Donc, de tout point de vue, ça impliquait que tout le monde connaissait la famille. Mais ça impliquait aussi que si quelqu'un voulait nous déranger, bien, c'était un peu plus difficile. Bon, évidemment, ça fait aussi que les amis, à un moment donné, essayent de t'utiliser. Quand tu as une amie qui se rend compte qu'un professeur est victime d'harcèlement sexuel, bien, c'est bien facile de dire « tu t'es mieux de t'arrêter parce que sinon, je vais en parler à Annabelle ». OK. Et évidemment, là, il faut apprendre à composer ça. Mais moi, parallèlement à ça, évidemment, je lisais beaucoup et je me suis mise à faire du karaté. Et ça, personne en faisait dans la famille. J'étais dans quelque chose de totalement nouveau. Parce qu'évidemment, comme bien des gens de ma génération, j'avais vu le film Karate Kid et ça m'avait rejoint beaucoup. Puis comme j'étais une fille, évidemment, les filles, on a tendance à vouloir apprendre à se protéger davantage. J'avais vu des comportements que je trouvais inappropriés. On m'avait rapporté certains faits, puis je m'étais dit qu'il fallait que j'apprenne à me protéger juste au cas. Alors, je suis devenue une karatéka. Donc, une sphère où ni ma mère, ni mon père, ni mon oncle, ni ma grand-mère, personne connaissait cette sphère-là. Donc, moi, ça m'a permis de me développer dans un autre domaine et de faire mes preuves par moi-même. Par toi-même. Par moi-même. On ne pouvait pas dire, t'es une bonne karatéka parce que t'es la fille de. Je n'étais que moi à travers le karaté. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, il y en a qui nous écoutent, mais si parmi ceux et celles qui nous écoutent, qui vivaient une situation où on est dans l'ombre d'un conjoint, dans l'ombre d'une conjointe, ou ça peut être notre enfant qui est vraiment à l'avant-plan, puis on a les regards sur nous, c'est de se créer sa propre identité. Exactement. Entre autres, toi, c'était une activité. Ce qu'on va faire, regarde, tu as été un peu rebelle, un peu rocker. Tout à fait. Dans ça, on revient après Julien Clerc, Cœur de rocker. Choc FM 104,9. J'avais déjà un cœur de rocker. Je n'aimais pas beaucoup l'école. Je ne vivais que pour mes idoles. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Je n'étais encore qu'un teenager. Je suis parti vivre ma vie en outsider. Mon père voulait me retenir. Tout ce qu'il a trouvé à me dire, c'est: tu vas faire mourir ta mère. Jamais su dire je t'aime. Oui, mais maman, je t'aimais quand même. Oh, comme personne t'a jamais aimé.
m'a quitté, j'ai été bien embêté. C'est vrai que j'étais pas très fidèle, mais j'étais totalement fou d'elle. J'ai voulu la retenir, tout ce qu'elle a trouvé à me dire, c'est: tu vas finir ta vie tout seul. Avec mon cœur de rocker, j'ai jamais su dire je t'aime. Oui mais baby, je t'aimais quand même, comme personne t'a jamais aimé. Avec mon cœur de rocker, j'ai jamais su dire je t'aime. Oui mais baby, je t'aimais quand même, comme je pourrais plus jamais aimer. Avec mon cœur de rocker, j'ai jamais su dire je t'aime. Oui mais maman, je t'aimais quand même, comme personne t'a jamais aimé. Tu m'avais dit, tu m'aimeras toujours. J'aurais dû savoir que tu mentais. Tu me fais l'effet d'un contre-jour quand tu prétends m'aimer d'amour. Je lâche pas, j'attends pas de crever. Je lâche pas, moi je sais où je m'en vais. Je lâche pas, j'attends pas de crever. Je lâche pas. Encore faut-il oublier le rêve. Je sais pas vraiment comment faire autrement. Faudrait que j'apprenne de temps en temps à réagir direct sur le champ. Je lâche pas, j'attends pas de crever. Je lâche pas, moi je sais où je m'en vais. Je lâche pas, j'attends pas de crever. Je lâche pas.
Je lâche pas, Marjo. Écoute, Annabelle, on lâche pas. Puis t'étais rendu, tu nous expliquais que, bon, t'étais pas mal dans l'ombre de gens connus dans ton coin de pays. Comment t'as fait pour t'en sortir? Puis là, on était rendu là. Donc toi, t'as découvert les arts martiaux, le karaté. J'ai découvert les arts martiaux. Et c'est sûr qu'à travers ça, je me suis développée beaucoup. J'ai fait des compétitions, j'ai fait des camps d'entraînement. Donc, j'ai cheminé très longtemps à travers les arts martiaux. Je suis 3e dan de karaté, d'ailleurs. Et je suis toujours aussi impliquée dans le karaté. Je suis toujours secrétaire du conseil d'administration. Donc, je suis toujours très présente au sein du karaté. Puis quand on parle de karaté, pour les gens qui connaissent pas ça, il y a plusieurs disciplines. Oui. Toi, c'est laquelle? C'est le Shotokan. Donc, c'est un style traditionnel, vraiment comme dans Karate Kid. Là, on est vraiment dans le très traditionnel. C'est vraiment pas du full contact. Donc, l'objectif, c'est de donner le coup avec la plus grande puissance possible, mais d'arrêter au niveau du vêtement. Donc, ça demande une maîtrise incroyable, mais une maîtrise qui peut s'appliquer évidemment dans toutes les sphères de notre vie. Une maîtrise, puis l'autre personne qui est ton partenaire d'entraînement, c'est une demande de lâcher prise ou une confiance incroyable à la personne qui est devant elle. Non seulement en la personne qui est devant elle, mais une très grande confiance en ses propres capacités parce que lui, il doit esquiver, il doit reculer, il doit faire ce qu'il a à faire. Okay. Donc, moi, je dois continuellement observer, analyser pour bien saisir les comportements de l'autre pour voir est-ce qu'il va esquiver à gauche ou à droite et ainsi essayer de le suivre dans ses propres déplacements. D'où là, évidemment, se développe le sens particulier de l'observation. Oui, parce que là, on parle d'observer au millionième de seconde. Là? Exactement. Donc, on est vraiment dans sentir l'énergie de l'autre, sentir le stress de l'autre, sentir la détente de l'autre. Parce qu'avant un mouvement, il doit y avoir de la détente. Si la personne est trop stressée, elle ne pourra pas se déplacer, évidemment, rapidement. Si la personne est envahie émotivement, son karaté va être totalement affecté. Si elle est déconcentrée, si elle est fatiguée, le karaté va être affecté. Et donc, on apprend à lire tout ça pour s'adapter à l'autre. Fait qu'il y a des fois où, évidemment, dans un cours, on va y aller plus doucement parce que la personne en avant de nous n'est pas en état. Puis il y a des fois où on va, au contraire, continuer, accélérer pour essayer justement de le faire sortir de sa bulle et le ramener dans le cours de karaté. Puis, écoute, j'ai rencontré de karatéka, mais c'était la première que j'interviewe. J'ai la réponse qu'on m'a déjà donnée. Mais toi, qu'est-ce que ça peut t'avoir apporté ou les gens qui nous écoutent, qui vont faire une discipline sportive, qu'est-ce que ça peut leur apporter au quotidien? Bien, en fait, ça apporte une très grande confiance. Puis c'est drôle parce que les gens le voient très rapidement. Quand il y a des gens qui essayent de m'intimider ou qui essaient de m'impressionner, c'est la karatéka en moi qui reprend le dessus. Mes 2 pieds viennent s'ancrer au sol, mon corps se redresse, ma colonne vertébrale s'allonge, ma respiration se modifie, je deviens très concentrée et je suis prête à ce moment-là à recevoir l'autre personne qui peut être dans un état agressif ou qui peut être dans un état simplement de confrontation, d'argumentation. Donc, je vais prendre un rôle, je vais mettre ma veste de karatéka pour être en mesure de répondre d'une façon que je vais trouver juste et appropriée. Puis évidemment, bien, ça fait travailler la détermination. On ne devient pas 3e dan du jour au lendemain. Il faut travailler, s'entraîner continuellement. Et c'est la même chose quand on est entrepreneur, même si on est fatigué, on continue. Et même si on n'a pas les résultats tout de suite, on sait très bien que si on continue de s'entraîner, ça va finir par donner des résultats. Ce n'est qu'une question de temps. Question de temps. Quand tu dis, parce que les gens, je ne veux pas qu'il y ait l'image que là, tu te fais attaquer physiquement. Ça peut être une attaque ou une énergie que tu n'aimes pas dans le cadre d'un travail. Bon, on parlait tantôt d'une vraie job en dehors des ondes, mais quiconque se retrouve au travail puis il sent une agression, quelque chose comme ça, c'est pas obligé d'être physique, mais toi, tu as le réflexe tout de suite de te recentrer grâce à la discipline que tu as pratiquée. Combien d'années? 28 ans, oui. Okay. 28 ans. Mais évidemment, comme je suis conseillère en ressources humaines, je fais de la gestion de conflits. Donc, des gens qui sont dans un état d'agressivité, dans un état d'émotivité, j'en rencontre souvent. Et dans ces temps-là, on ne peut pas répondre à leur agressivité par de l'agressivité. Alors, ça demande une énorme maîtrise de soi pour arriver à voir dans la personne qu'on a devant nous, non pas tant la colère et la rage, mais la difficulté, la peine, la souffrance, le désespoir, pour être en mesure de trouver quel est le besoin auquel il n'y a pas eu de réponse pour l'instant, c'est quoi son sentiment profond et comment on peut l'aider à prendre conscience de ce qui lui arrive pour l'amener à transformer sa colère en énergie, son agressivité en action. Et c'est ça qu'on essaie de faire exactement comme on le fait en karaté. Un petit truc, parce que tu en as sûrement plusieurs, mais un truc, si quelqu'un se retrouve confronté, comme tu viens de le dire, là, monsieur, madame, tout le monde, qui pourrait appliquer maintenant, ça serait quoi? Quand
quand ils ont quelqu'un devant eux qui bon, la colère, c'est sûr qu'on a le goût de répondre, mais là, on crée une escalade. Là. Exactement. La personne gueule, je gueule, on gueule plus, puis finalement, on ne s'écoute plus. En fait, la première chose à dire, c'est de dire « j'entends ta colère » et de parler plus bas que la personne qui est devant nous. Okay. Dès que vous montez le ton, vous lui donnez votre énergie et vous lui donnez l'autorisation de crier encore plus fort. Mais si vous baissez le ton et que vous parlez un peu plus lentement, c'est plus difficile de rester fâché. Être fâché, ça demande de l'énergie. Donc, si vous vous mettez dans un état presque méditatif où vous baissez le ton et vous parlez plus lentement, l'autre, ça va lui demander beaucoup trop d'énergie pour rester en colère. Alors, très facilement, sa colère va diminuer parce que vous restez dans un état beaucoup plus constructif. C'est pas facile, mais c'est faisable. Exactement. Annabelle, on va faire notre première demi d'émission terminée. Ça va bien, hein? On va faire juste une petite pause. Oui. Puis on nous revient tout de suite après. Choc FM 104,9. L'émission C'est Trésor en vous. Benoît Tanguay à l'animation.